Clap deuxième. Voilà, bonjour à toutes et à tous pour la deuxième session de cet après-midi. On va parler du Continuous Delivery et quels sont les piliers nécessaires à établir dans une architecture pour arriver à réaliser tout ça et arriver à actualiser son application également sans arrêt du système. Donc voilà, donc premièrement à ma personne, si vous voulez rester en contact ou en savoir plus, voilà mon adresse email et Twitter si ça vous intéresse. Et sinon, moi je suis un consultant indépendant, donc je ne suis pas associé à l'un ou l'autre vendeur. Je suis basé à Munich en Allemagne. Ça fait plus ou moins 15 ans que je travaille dans l'industrie. Je présente régulièrement à des événements comme celui-ci. Et je suis également le fondateur d'un projet open source qui s'appelle Flyway, qui sert à la migration de bases de données. On va en parler un peu plus tard dans ce talk. Alors, avant de commencer, à propos des questions, on a beaucoup à parcourir aujourd'hui, donc il y a beaucoup de matériel. Alors j'aimerais vous demander, si vous avez des questions, de les garder jusqu'à la fin, comme ça on aura le temps d'y répondre, et si jamais ça dure plus longtemps, on peut continuer à y répondre pendant le break ensuite, sans en fait garder les gens ici inutilement qui ont envie de continuer ou voir la session suivante. Voilà. Donc, le but de la session aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est d'arriver à un déploiement totalement automatisé d'une application complète. Alors on va voir ce que ça veut dire également. Application complète. Alors en production, très important, plusieurs fois par jour et sans arrêt du système. Mais avant de faire ça, on va prendre un peu de recul. Avant de prendre le grand plongeon, on va prendre un peu de recul et on va se demander cette industrie du logiciel ou du software dans laquelle on est, qu'est-ce qu'on fait exactement? Quel est le but de notre travail? Et il s'avère qu'en général, le but de notre travail, c'est résoudre un problème business. Donc j'ai ici à mes côtés M. Montgomery, notre businessman. Et Montgomery a une idée. Mais il n'a pas simplement une idée comme ça, il veut gagner beaucoup d'argent avec son idée. Alors il va chez son client, qu'on appellera Ned, et il lui dit, écoute Ned, j'ai cette idée pour un nouveau service, pour un nouveau produit, pour une nouvelle fonctionnalité, est-ce que ce serait quelque chose pour toi, est-ce que ça t'intéresse? Et Ned lui dit, écoute, oui, formidable. Oui, si tu peux réaliser ça, allons-y. Donc Montgomery retourne dans sa boîte, et puis il va voir Jimbo, son développeur Java, et il lui dit, écoute, Jimbo, j'ai cette idée pour un feature ici ou pour un nouveau produit, ce serait quelque chose que tu pourrais réaliser? Oui, avec plaisir, sans problème. Donc Jimbo développe tout ça, et puis il va voir son administrateur système pour déployer le tout en production, et alors Ned peut finalement utiliser le résultat de tout ça et donner du feedback également à Montgomery pour lui dire « oui, ça répond à mes attentes ou pas ». Et quand on voit, on a complété le cercle, et si on voit ce cercle-là, on peut mapper ça à différents éléments de notre pratique. Donc du côté gauche, on a nos méthodologies de développement. Donc là, je pense à un Scrum, à du Kanban, à ce qu'on a là pour l'interaction typique entre le business et le développement. Du point de vue développement, là, on a l'intégration continue pour s'assurer qu'on a une certaine qualité, que tout fonctionne. Et alors maintenant, le sujet du talk d'aujourd'hui, le Continuous Delivery, pour arriver à lancer ces nouvelles versions en production, sans accroc. Et une fois que la version est déployée en production, on tourne dans le milieu de Lean Startup avec les gens tels que Steve Blank, Bob Torff et Eric Ries et tout le feedback rapide au niveau business. Donc comme j'ai dit, le focus d'aujourd'hui, le Continuous Delivery. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, qui travaille aujourd'hui sur un projet où on est capable d'aller au moins une fois par an en production? Tout le monde, parfait. Non, il y a quelques mains qui ne sont pas là. Tous les 3 mois? Toujours bon. Une fois par mois? Alors là, oui, ça va, on est toujours encore qu'à 70%, plus ou moins, toutes les 2 semaines. Alors ça diminue, on est à 40% plus ou moins toutes les semaines. Là, on est à 10%, peut-être, 15%, plusieurs fois par semaine. Alors là, une douzaine de mains encore, tous les jours. Et oui, il en reste quelques-uns, plusieurs fois par jour. Un seul, retournez-vous, félicitations. Et il n'est pas seul, donc il s'avère qu'il y a différentes autres grandes entreprises qui sont capables de faire ça également.
Et la plupart d'entre elles, vous les connaissez. Donc la première dont on va parler ici, c'est la perte de temps la plus grande au monde, hein, pour 1 milliard de personnes entre-temps. Nos amis de Facebook, eux, sont très vocaux à propos de ça également. Donc ils vont en production tous les jours. Donc malgré le volume du site, malgré le volume des données, ça ne les empêche pas d'avoir un déploiement live tous les jours. Les suivants, Flickr, aussi un site énorme, donc plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, et pourtant, eux non plus n'ont pas de problème. Jusqu'à très récemment, c'est dommage qu'ils ne l'ont plus, mais jusqu'à la fin de l'année passée, ils avaient une statistique très intéressante sur leur site développeur, donc le site qui est dédié aux API, Flickr et tout ce qui se passe derrière les scènes là. Et là, ils avaient la statistique de leur développement, de leur déploiement. Et en moyenne, ils déployaient plus ou moins une quinzaine de fois par jour en production également. Ici, Etsy, un peu moins grand que les deux autres, mais toujours au classement Alexa, je pense à la position 140 et quelques, donc un site énorme également. Et eux également vont en production plusieurs fois par jour. Ils ont documenté ça sur leur blog également, très intéressant. Mais le dernier site, connu de tous, je présume, Stack Overflow, est un site qui a aussi quelque chose de très intéressant. Donc ils sont devenus très grands aussi, hein, maintenant. Et toute la plateforme Stack Exchange et tout ça, ils sont très grands. Mais si on scrolle vers le bas de la page, et donc dans le coin inférieur droit de la page, il y a une statistique très intéressante, et c'est celle du déploiement. Donc si on voit ici, ça, c'est un screenshot que j'ai pris il y a plus ou moins 2 heures. Et on voit donc le numéro de version du software développé. Donc 2013, hein, cette année, mars, ce mois-ci, et 28 aujourd'hui. Donc ils ont déjà été en production ce matin. La version a sans doute déjà augmenté maintenant, ou le fera sans doute d'ici ce soir. Mais pour en arriver là, il y a une série de prérequis qu'il faut avoir avant même de pouvoir automatiser le déploiement dans son software. Il faut pouvoir avoir une certaine base sur laquelle on peut construire. Alors là, on va parcourir quelques exemples de choses que je pensais n'étaient plus possibles dans l'industrie, mais malheureusement auxquelles j'ai été confronté au fil des années chez différents clients. Donc la première, c'est évidemment un processus de développement. Il faut avoir un processus moderne, itératif, est capable de répondre aux changements très rapidement. Le deuxième est évidemment un outil de build automatisé, performant. Hein, cet exemple-ci, malheureusement, une très grande société qui ne sera pas nommée, où il y avait 70 modules, et à chaque fois, c'était en fichier, exporté, jar, fixé, exporté, jar en Eclipse pour créer une nouvelle release. C'est encore possible, ça ne fonctionne pas. Alors, pour les outils de versionnement également, donc là, évidemment, c'est essentiel d'avoir un outil moderne comme Subversion, comme Git, comme Mercurial, et évidemment pas rester au niveau des fichiers, qui fait partie de la réalité également, un peu moins du côté développement, mais certainement du côté opération. Là, c'est encore très fréquent qu'on fasse des changements ad hoc dans certains fichiers, comme ça sur le disque, sans aucune sécurité de révision pour pouvoir voir qui a fait quel changement quand. Alors ici, un exemple fréquent, malheureusement, où bien nos amis du business ou certains testeurs font un boulot de singe et parcourent notre application. Ça, évidemment, ça ne fonctionne pas. Il faut une base solide de tests automatisés en trois niveaux au moins. Donc là, je suis grand fan de la terminologie Google, qui simplement un small, medium, large, mais si on traduit ça en d'autres termes, ce sont les tests unitaires, les tests au niveau du composant et les tests au niveau global de l'application, et la traiter en tant que black box et la lancer comme ça. Alors à quoi ça ressemble sous forme de diagramme? Donc voilà, nous avons Jimbo qui a son environnement de développement et il exécute son build automatisé. Alors avec son outil de build va, après la compilation, exécuter les tests unitaires, les tests, et lui donner un feedback rapide pour lui dire ça a fonctionné ou pas. S'il fonctionne, il va exécuter les tests composants, et que j'appelle ici les medium tests, et également, donc ça peut être un test DB unit par exemple, ou quelque chose du genre un peu plus grand, et également un feedback, donc c'est déjà un peu plus lent, mais il y a un feedback rapide, et quand ceux-là fonctionnent, nous arrivons aux tests larges, je pense à WebDriver, Selenium, ce genre de tests-là, qui vont traiter notre application comme un black box, et là également feedback. Alors, si le feedback est bon,
Là, on sait que ça va. De notre conscience, on est convaincu que ce qu'on a développé fonctionne. Donc, on est prêt pour l'étape suivante. On fait le check-in dans l'outil de versionnement. Alors, une fois que le check-in est effectué, on a notre ange gardien, le système d'intégration continue, qui va dire « Ah, j'ai vu que quelque chose a changé dans le système de versionnement. Alors, je vais réexécuter le build de manière centrale avec les small, les medium et les large tests pour s'assurer que l'état qui a été checké dans le système de versionnement est fonctionnel, qu'on n'a pas oublié un fichier à gauche, à droite, ou que ça ne fonctionne pas uniquement sur une seule machine, mais que ça fonctionne également de manière centrale. Alors, quand ce feedback-là est positif, on est prêt pour le vif du sujet, le déploiement automatisé. Alors, la première règle du déploiement automatisé, c'est ne déployez pas de snapshot. Snapshot, c'est la terminologie Maven, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un état intermédiaire qu'on a maintenant, sans tag, sans quoi que ce soit, qu'on déploie, et alors on teste. Et finalement, ça fonctionne. On peut évidemment prendre telle révision de ce version, la déployer comme ça, et le software, on va pouvoir le lancer, on va pouvoir exécuter les tests, mais le problème, c'est que se passe-t-il si ça a fonctionné? Alors, on a notre état intermédiaire. Va-t-on le déployer en production? Je ne pense pas, parce qu'il faut être capable de recréer d'éventuels problèmes s'ils surviennent sur le système de production. Il faut avoir un release du software, un état stable qu'on puisse reproduire. Mais si on n'a pas de release là, ça veut dire qu'il faut en créer un. Alors on va avoir un nouvel artefact. Et ce nouvel artefact, il va falloir le déployer en production, mais on ne veut pas le déployer sans qu'il soit testé. Donc finalement, il faut recommencer à tester le tout pour s'assurer qu'il fonctionne. Alors pourquoi n'a-t-on par le passé pas fait ça très souvent? Pourquoi a-t-on déployé ce snapshot? Parce que la création d'un release était traditionnellement associée avec un effort en temps, un effort manuel. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut réduire cet effort à zéro pour anéantir cet argument. Alors, si on a notre processus où le système d'intégration continue à effectuer avec succès tous les tests, la prochaine étape, c'est donc le release. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va d'abord taguer le système de versionnement. Donc là, c'est simplement dire que la révision 217 505 s'appelle aujourd'hui version 3.7. Et alors, un nouveau composant entre en jeu. Donc ça, c'est le repository d'artefacts, où finalement, c'est le pendant binaire du système de versionnement. On va stocker les sources, et ici, on va stocker les artefacts binaires, donc le résultat de notre process de build. Et là, on va faire l'upload de l'artefact là-bas. Mais après, il faut se poser la question, dans un système, comme on les connaît, que déploie-t-on réellement? Bon, premièrement, il y a notre code. Le code Java qu'on a écrit, la fonctionnalité de l'application. Mais en général, il ne fonctionne pas seul. Souvent, ou presque dans tous les cas, nous avons la configuration pour que le code puisse se connecter à la bonne DB ou puisse, en tout cas, s'adapter de manière correcte à l'environnement dans lequel il va tourner. Troisième étape, qui est sur un projet où on utilise des bases de données relationnelles pour stocker? Quasiment tout le monde. Donc, dans ce cas-là, on a une structure qui est adaptée au business d'aujourd'hui. Et si le business évolue, il faut faire évoluer cette structure également pour pouvoir accepter de nouveaux champs ou en effacer d'autres qui ne sont plus requis. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'un script Delta pour effectuer cette migration. Donc, ces trois choses-là font partie du software. On a besoin de toutes les trois pour pouvoir lancer une nouvelle version. Alors, commençons par le code. Le code est en général pas déployé comme fichier seul. On n'a pas une petite classe Java qu'on déploie ici et une autre là. En général, on a un certain package sous forme de fichier jar ou var ou autre qu'on va déployer, où on déploie le tout ensemble. Comment déploie-t-on ce fichier-là? Ça, c'est une autre question. Souvent, la réponse ressemble à ceci, où on a une page douteuse dans le wiki quelque part où on se dit ouf,
oui, mais la personne qui le fait d'habitude n'est pas là, mais il faut que tu copies là, et puis tu changes un peu les permissions, et puis il faut extraire ce fichier-là, et puis j'espère que ça fonctionnera ensuite. Donc la première étape à ce niveau-là est de dire, OK, nous allons formaliser cette connaissance de manière formelle dans un script de déploiement qui finalement sera reproducible et sera exécutable par tout le monde, peu importe qui est en congé ce jour-là ou qui se souvient de la procédure exacte ou pas. Et donc ce script, c'est la chose la plus simple possible pour déployer l'application. Donc ça peut être uniquement faire un backup du système existant, stopper le système, installer le nouveau et le starter, la solution la plus simple qui fonctionne dans votre environnement. Et directement là, on arrive au premier potentiel de synergie. Si l'organisation a plusieurs applications qui sont livrées dans le même type de package de déploiement, on a la possibilité de réutiliser un seul script pour les déployer toutes. Alors, à quoi ça ressemble? Nos artefacts ont été déployés dans le repository d'artefacts et alors, nouveaux composants entrent en jeu, notre système de destination sur lequel on va déployer notre software. Alors ici, je l'ai explicitement appelé destination. D'un point de vue technique, ça n'a aucune différence si on parle d'un serveur de développement, de test ou de production. D'un point de vue technique, le mécanisme est le même. Alors sur ce serveur, on va avoir notre script de déploiement et le processus de release va l'activer. Alors le script va faire un backup du système existant, l'arrêter et va tirer le nouvel artefact du repository d'artefacts et également redémarrer le système et lancer notre nouveau code. Alors, deuxième partie, la configuration. La configuration, c'est, à mon idée, plus un terme au sens large. Il faut pouvoir distinguer entre différentes catégories. Alors, la première catégorie que je vois, c'est la configuration qui est dépendante de l'environnement, mais pas de l'application. Donc elle suit le cycle de vie de l'environnement et pas le cycle de vie de l'application. Donc je pense, s'il y a plusieurs applications dans un environnement qui se connectent vers la même DB, vers le même serveur SMTP ou vers une autre ressource commune pour cet environnement-là, ça ne dépend pas de nouvelles versions de notre application pour changer la configuration. Là, ça dépend pour toutes les applications du changement au sein de l'environnement. La deuxième catégorie est la configuration qui est dépendante aussi bien de l'environnement que de notre application. Donc ça peut être, par exemple, le sujet d'un message email qu'on envoie ou la couleur de fond d'un écran pour pouvoir distinguer facilement dans quel environnement notre application est déployée. Peu importe, un setting du genre qui réellement est spécifique à nous, mais change dans chaque environnement. Troisième catégorie, la configuration qui est dépendante de l'application, mais pas de l'environnement. Ici, on a plus ou moins toujours la même explication quand on demande mais pourquoi est-ce configurable? Ah, mais je pensais qu'un jour ça pourrait changer, c'est pour ça que je l'ai extrait du code et blablabla. On va voir comment s'occuper de ça ensuite. Quatrième catégorie, c'est la configuration qui est un peu sensible. Je pense à certains passwords et autres pour les systèmes productifs et tout ça. Donc là, c'est encore un peu un cas à part. On n'ira pas tellement dans le détail là aujourd'hui, mais on va surtout se focuser sur les autres. Donc le premier, pour moi, donc la configuration qui a le cycle de vie de l'environnement et pas le cycle de vie de l'application, a sa place dans un serveur de configuration. Alors c'est un grand mot pour quelque chose qui peut être très simple. Ça peut être simplement une ressource commune qui est lue quelque part, ou ça peut être une réponse JSON d'un serveur HTTP où tous ont accès, ou une entrée dans un LDAP, ou peu importe, la solution la plus simple qui fonctionne dans votre environnement où les différentes applications y ont accès. La deuxième catégorie, où le cycle de vie de la configuration est le même que celui de notre application. Là, je dis, si le cycle de vie est identique, pourquoi découpler le cycle de vie du déploiement? On va insérer cette configuration dans le package de déploiement
Donc on va voir ensemble comment ça fonctionne. On va rentrer dans les détails de ça ensuite. Alors la troisième catégorie, ça pourrait changer un jour. Là je dis, peut-être ça ne changera pas. Alors de retour dans le code, et si ça change dans 6 mois, on le changera. Et si ça ne change pas, au moins on n'a pas dû transporter cette complexité inutilement avec nous. La quatrième catégorie, donc comme j'ai dit, on ira moins dans le détail aujourd'hui. Si on stocke ça avec certaines permissions dans le système de fichiers, ou si on requiert d'autres mesures, là on ira moins en détail. On va rentrer dans le détail maintenant de la configuration qui est spécifique à l'application et à l'environnement. Donc comme j'ai dit, on la met dans le package de déploiement. Mais dans la plupart des systèmes, sauf vraiment les systèmes les plus simples, mais dans la quasi-totalité, on a malheureusement plusieurs environnements. Ça veut dire qu'on aura besoin de plusieurs sets de configuration. Et là se pose le premier problème, lequel choisir? Il s'avère qu'il y a une réponse très facile à cette question, ça s'appelle la détection de l'environnement, et de nouveau un grand mot pour quelque chose de très simple. Ça peut être simplement lire le contenu d'un fichier qui a un endroit fixe dans le système de fichiers. Donc ça peut être /etc, /environnement, et alors si je lis à l'intérieur dev ou prod ou test, je sais que je suis dans l'environnement de dev, de prod ou de test. Ça peut être également l'adresse IP de ma machine, voir dans quel range je suis, si c'est le range de développement ou de prod. Ou par exemple le hostname de ma machine, ou tout simplement une variable d'environnement qu'on passe à la JVM pour dire écoute, ma chère JVM, tu es dans l'environnement de test. Voilà. Et il suffit de dire ça. Donc là, le mécanisme le plus simple qu'il y a pour que le code puisse savoir où il se situe. Et une fois qu'on sait ça, donc par exemple dans l'exemple ici dans l'environnement d'acceptance, on sait qu'il faut utiliser ce fichier de configuration-là, et l'application peut se configurer automatiquement pour l'environnement dans lequel elle est déployée. Alors, comment ça fonctionne? Donc, notre nouveau code est déployé. Détection de l'environnement. On voit, OK, on est dans l'environnement de production. Parfait, on tire le fichier de config de production et le code peut se déployer, peut se configurer automatiquement pour communiquer avec les bonnes ressources pour changer ces settings comme il doit l'être dans cet environnement-là. Alors, troisième catégorie, le delta de la DB. Souvent, ici, notre DBA rentre en jeu une nouvelle fois parce que les 10 000 lignes de code Java qui ont changé n'intéressent personne, mais les 3 lignes de SQL qui ont changé ou elles pourraient être dangereuses, là, il faut absolument qu'on regarde. Ça, c'est, moi, je dis c'est une couillonnade. Ça, soyons honnêtes. Parce que dès qu'on a la possibilité de changer des données, donc ça veut dire un insert, un update, on a la même capacité de destruction d'un point de vue business que si on peut faire un drop. Si je remets mes comptes de tous mes clients à 0, ou que je delete, ou que je drop la table avec mes comptes dedans, l'effet est le même, ou bien j'ai un excellent backup, ou bien je peux fermer mon business. Donc je dis, si le cycle de vie est le même que celui de l'application, mettons-le dans le package de déploiement de l'application. Mais on n'est pas au bout de nos peines. Nous avons la base de données ici, et nous avons, une fois de plus, une série de questions. Dans quel état est ma base de données? Qu'est-ce qui a déjà été exécuté sur cette instance-là? Quelles tables sont présentes? Lesquelles ne le sont plus? Quel trigger? Quel view? Peu importe. Quels objets sont là? Lesquels ne sont pas? Dans quel état est ma base de données? Mais même une fois qu'on sait ça, après l'avoir déterminé avec certitude, j'ai la prochaine question qui se pose. Si j'ai 3 scripts ici pour différents updates, dans quel ordre dois-je les exécuter? Parce qu'une fois de plus, si un script renomme une colonne et que l'autre crée la table, il faut s'assurer que la table soit créée avant de pouvoir renommer la colonne. Donc, de nouveau, on a un certain ordre à respecter ici. Alors, il s'avère qu'on n'est pas les premiers à se poser ces questions-là. Et les premiers à avoir donné une réponse concluante au problème de migration de base de données ont été nos amis du monde
de Ruby et de Rails avec les migrations Rails. Donc là, ils ont systématisé le processus d'update et de détection de l'état de la base de données pour la première fois de manière excellente. Et donc, ça a évolué depuis, donc ça c'est déjà il y a presque 8-9 ans, donc là ça a évolué beaucoup. Et aujourd'hui, pour le monde Java, on a plusieurs réponses à cette question également, dont une que j'ai développée moi-même au fil des années. Donc ça a commencé en 2010 et on est à 3 ans maintenant, ça a bien grandi. Donc Flyway est un de ces outils qui permet donc d'aller se connecter à la base de données. Il maintient une table avec des métadatas pour dire quel script a été effectué quand et par qui, et si ça a été un succès ou pas. Alors Flyway remarque par exemple que la base de données est à la version 5, et nous avons des scripts de migration jusqu'à la version 8. Donc Flyway va les trier et exécuter le script version 6, 7 et 8 pour avoir notre application et la base de données de nouveau conformes l'un à l'autre. Flyway supporte toute une série de bases de données, donc la plupart des bases de données connues, un excellent parseur SQL, donc c'est principalement basé sur le langage SQL, donc on peut prendre un dump d'une base de données existante comme première version pour lancer ça sur son projet. Mais ceci dit, ce n'est peut-être pas la solution parfaite pour tout le monde, donc sur la homepage de Flyway, j'ai mis une matrice comparative entre les différents produits sur la JVM qui s'occupe de ça. Donc Flyway est open source, les autres aussi. Donc ce sont les produits open source. Là et là, j'invite en tout cas tout le monde à regarder quel serait le produit le plus adapté à son projet. Si on a besoin, par exemple, d'abstraction au-delà de la syntaxe SQL pour pouvoir gérer plusieurs types de bases de données en même temps, d'autres produits comme Liquibase peuvent être plus adaptés. Donc là, je vous invite en tout cas à aller jeter un œil là. Je pense l'important, ou si je dois vous laisser avec un message sur ce sujet-là, c'est de ne pas y aller sans outil. C'est de choisir un outil qui va combler ce gouffre et vous permettre d'exécuter vos updates DB avec confiance. Alors, à quoi ça ressemble? Notre code a été lancé. Le nouveau code, il a détecté l'environnement dans lequel il tournait. Il s'est configuré parfaitement pour cet environnement. Donc, on a l'adresse de notre DB. On se connecte et Flyway voit... Un outil comme Flyway voit qu'il faut mettre la DB à jour pour pouvoir démarrer le reste de notre application. Donc, elle fait un upgrade aux versions nécessaires et finalement, tout est là. Donc là, on peut démarrer notre Hibernate Session Factory ou n'importe quel autre outil de persistance qu'on utilise qui va évidemment se baser sur les tables qui seront là. Et tout est en place à ce moment-là pour notre utilisateur pour utiliser l'application. Donc de nouveau ici, c'est d'un point de vue technique. Ainsi, par manque de confiance ou pour raison politique, un check manuel est nécessaire. Ça, c'est une autre question. Mais ici, d'un point de vue technique, tout est présent. Alors maintenant, on va regarder comment être capable de lancer une nouvelle version à tout instant. Parce qu'on a un concept assez bizarre dans notre industrie. On va regarder ce que c'est. Donc, Ned ici, dans cet exemple fictif, parle avec un composant pour s'enregistrer dans notre système et après l'enregistrement, ce composant va déléguer vers un autre qui va générer la création d'une lettre qu'il va recevoir par la poste pour lui dire écoute, on est heureux de t'avoir comme client, Ned, bienvenue, blablabla. Et alors ici, jusqu'ici, tout va bien. Mais, quelqu'un du marketing vient et dit, écoutez les gars, j'ai été suivre un séminaire, là, j'ai appris que le plaisir passe par l'estomac. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas mettre quelques bonbons dans le paquet? Malheureusement, ils ne rentrent plus dans l'enveloppe. Nous avons besoin d'un paquet plutôt que d'une enveloppe. Ça veut dire qu'on a besoin de développer un nouveau composant pour envoyer ce paquet. Alors la méthode traditionnelle, c'est on commence à refactorer, à changer, et après quelques temps, le composant d'enregistrement a été changé et nous avons un nouveau composant pour envoyer le paquet et tout va bien. Et alors on peut effacer l'ancien code et tout est bien qui va bien dans un monde parfait. Malheureusement, ça ne se passe pas du jour au lendemain en général. Donc on a une certaine période de temps durant laquelle on peut avoir d'autres choses qui se passent, comme
le besoin de mettre un bug fixe urgent en production ou un autre feature plus petit et important qui doit être déployé. Alors, que fait-on à ce moment-là? La solution traditionnelle, ici, c'est de dire, OK, on va faire du branching. On est obligé d'avoir une branche ici pour la version de production et une autre ici, ou une branche pour un nouvel feature. Et ça fonctionne, mais ça a son coût. Le premier coût, c'est qu'évidemment, il faut dupliquer l'environnement d'intégration continue, parce qu'on veut s'assurer que la branche soit testée également. Mais plus important encore, le problème vient quand les changements sont plus importants. Et on a eu recours à du refactoring d'un côté ou de l'autre, et le merge se complique par la suite. Alors, c'est une activité qui ne fait plaisir à personne, de devoir remettre ces choses-là ensemble. Donc, c'est en général assez compliqué, assez difficile. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a senti la douleur, on va commencer à faire un pas en arrière, à se dire, pour la prochaine fois, est-ce que j'ai vraiment envie de repasser par là? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce refactoring? Et on va commencer à diverger de l'architecture idéale de l'application pour pouvoir accommoder ce style de développement. Et là, je dois dire, ça devient dangereux, parce qu'on commence à accumuler les dettes techniques. À ce moment-là, il faut donc trouver un moyen de solutionner ce problème-là. Et cette solution, on va la voir ici. Donc, ce sont les feature toggle et les branches par abstraction. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce concept, c'est très simple. On a donc notre composant, comme avant, d'enregistrement, qui va accéder, comme avant, notre composant pour envoyer des lettres. Et alors, la grande nouveauté, maintenant, attention, ça va venir, on ne casse pas le code existant. On installe un if, on installe une branche logique qui continue à faire tourner le code existant et qui, en même temps, va commencer à pouvoir servir le nouveau code. Alors, cette branche peut être configurée. Donc, ça peut être un simple flag où on dit « oui, nouveau code » ou « non, code ancien ». Et on peut l'activer différemment par environnement. Ça veut dire que dans l'environnement de développement, on peut activer le nouveau code et en test et en production, on a encore l'ancien. Une fois qu'on a la confiance nécessaire du côté développement, on peut l'activer en test. Si on est confiant du côté test, on peut l'activer en production. Et si tout fonctionne bien en production, alors là, on peut se dire, OK, on se débarrasse de l'ancien code et également de ce flag qu'on a rajouté, parce qu'on ne veut pas travailler ad vitam aeternam la nouvelle complexité qu'on a mis à bord, on veut s'en débarrasser également. Et à ce moment-là, on reste uniquement avec le nouveau monde comme on l'a ici. Maintenant, ce qu'on a vu là, c'est évidemment la capacité à être en état de réaliser le software à tout instant. Parce que la vue traditionnelle, c'est on a un niveau de stabilité où il faut vite faire un release, et puis on refactor, et puis on atteint une nouvelle île de stabilité où de nouveau vite il faut faire un release. Et là, pour la première fois, on a donc une grande constante où on est capable à tout instant de faire le release. Mais quel est l'impact du déploiement de ce release sur notre système de production? On veut s'assurer évidemment qu'il n'y a pas d'arrêt du système, que pour nos utilisateurs, pour nos clients, il n'y ait pas d'impact direct visible. Alors, de quoi est-ce que ça dépend? On a ici une architecture standard, où finalement on a le client devant et puis un load balancer ou quelque chose devant, et puis on a notre serveur d'application et la base de données. Alors, comment est-ce que ça fonctionne d'habitude? On a un request qui rentre, qui est redirigé sur le serveur d'application, qui en général n'est pas capable d'y répondre seul, a donc besoin d'informations qui sont dans la DB, et il les formate, les travaille de façon nécessaire à pouvoir répondre de manière satisfaisante au client. Si on voit ce diagramme, il y a 3 zones de danger. Et ce sont les zones où on store de l'état. Donc, de plus en plus de vent, maintenant, du côté client, certainement avec HTML5, le storage local, il y a de plus en plus d'état qu'on stocke là. Alors, les sessions et les caches et les choses traditionnelles qu'on a sur le serveur d'application et, évidemment, notre base de données en soi. Alors, que fait-on
quand on a une nouvelle version et on veut la mettre live. Première étape est de la déployer à côté de la version actuelle. Donc on ne stoppe pas la version actuelle, le nouveau code est déployé à côté. Alors une fois qu'il démarre, donc on a vu le processus, détection automatique d'environnement, autoconfiguration et connexion à la base de données. Alors ici, de nouveau, un outil comme FlyArray de migration de base va dire, OK, on a un certain delta à combler, je migre la base. Alors ici, très important, là, il faut faire attention à ce que la migration soit compatible à tout instant avec toutes les versions qui sont déployées en production. Donc dans ce cas-ci, ce en sont 2, ça peut en être plus. Mais ça, c'est très important pour être capable de faire des rolling updates, où on a une série de nodes qui sont lancés, on va dire une dizaine de nodes, et on commence à actualiser le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, sans mettre tout le système à plat. Donc il est très important à ce que les anciens nodes sur l'ancienne version soient toujours capables de répondre aux requests et d'interagir avec la DB en même temps que les nouveaux nodes qui sont mis en ligne. Alors comment faire ça? Ça veut dire qu'il faut changer un peu ses habitudes. On ne peut plus renommer une colonne comme ça. Il faut se dire, OK, il faut créer une colonne avec, si on veut par exemple renommer une colonne, il faut créer une nouvelle colonne à côté, avec il faut copier les données existantes et installer un trigger qui va continuer à copier les données dans la nouvelle. Et finalement, après, quand tout le code sera migré à la nouvelle base, seulement là pourra-t-on se débarrasser du trigger et de l'ancienne colonne. La même chose, il se peut qu'il faille instaurer des views de compatibilité ou d'autres objets pour combler cette période. Donc là, très important, ça c'est le prix à payer pour avoir le confort de pouvoir lancer comme ça de nouvelles instances sans avoir de stress, parce que même si le code ne fonctionne pas, on peut tuer l'instance et l'ancien chemin fonctionne toujours. Mais on n'a pas encore de requêtes qui touchent notre nouveau serveur d'application, alors allons-y, lâchons-les. Voilà, le load balancer prend le nouveau serveur dans son pool. Et là, ça devient intéressant. On a, tout à coup, donc cette situation où il va falloir éliminer l'ancien serveur. Donc ici, il y a plusieurs stratégies. Ce qu'on peut dire, c'est OK, on fait des sticky sessions avec sessions Affinity où finalement les sessions existantes vont continuer à aller sur l'ancien chemin jusqu'à ce qu'elles expirent et le load balancer va diriger toutes les nouvelles sur le nouveau. Comme ça, finalement, après un certain temps, on pourra éliminer cette instance-là sans problème. Malheureusement, on ne doit même pas être dans un environnement 24/7 pour que ça puisse durer très longtemps. Si quelqu'un se log au matin, fait une partie de son boulot, il se log et cette personne peut travailler 8, 9, 10 heures, donc ça peut durer très longtemps avant que finalement sa session expire. Donc y a-t-il moyen d'accélérer ce processus? Alors, oui, il y a, en faisant tel que tout ce qui est comme état sur le serveur d'application ne réside plus uniquement sur ce serveur-là, mais soit au moins répliqué ailleurs ou complètement externalisé. Alors dans ce cas-ci, on va parler des sessions. Donc ça va être, on va revenir là-dessus dans quelques minutes encore, mais donc si on a un système traditionnel avec des sessions au niveau du serveur d'application, là on peut s'en sortir comme ça. Donc les requests passent par le chemin ici au-dessus, et de manière asynchrone, les sessions vont être répliquées dans un même cache. Donc il y a par exemple des plugins pour Tomcat qui échangent le gestionnaire de sessions pour Tomcat. Nous, on retire le gestionnaire traditionnel et on met un nouveau dedans qui va répliquer de manière asynchrone sur le même cache. Donc ça, c'est un projet open source sur Google Code. Si vous voulez aller voir, ça fonctionne très bien. Et donc voilà, la session est répliquée de manière asynchrone dans le même cache. Clac, on coupe la connexion vers l'ancien système. Alors, on a un request qui arrive donc ici, et malheureusement, ce serveur-là dit, écoute, ce session ID-là, je ne le connais pas. Donc, de nouveau, que va-t-il faire? Il va aller voir dans le même cache s'il n'existe pas là, et va désérialiser la session pour la déplacer sur ce serveur-là. Et à ce moment-là, on peut éliminer donc l'ancien système,
Et alors, cette mécanique-ci, et toute cette gestion de l'état s'appelle les déploiements blue-green, où on alterne entre le serveur bleu et le serveur vert. Donc, le prochain qui ira live sera le bleu de nouveau, et on switch comme ça. Donc ça, c'est un modèle qui fonctionne très bien avec le cloud aujourd'hui, où finalement le coût associé à une nouvelle instance temporaire, où on a l'overlap entre l'ancienne et la nouvelle version, n'est pas très élevé. Si on a son propre data center dans sa boîte, là, il faut évidemment avoir de la capacité supplémentaire à disposition avec le coût associé. Alors ici, de nouveau, au plus on a l'information dans la session, au plus grand est le risque ou le travail pour pouvoir sérialiser et désérialiser de l'autre côté. Donc là, très important, ça influe le choix de framework web, par exemple. Si on a un framework moderne, complet, qui store tout au niveau du cookie, ce problème-là n'existe plus. Si on a un framework archaïque qui va stocker une montagne de données, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est un choix d'architecture très important également. Alors, si on récapitule, on va regarder, parce que tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui est déjà disponible depuis longtemps. Donc, il suffit d'assembler les pièces du puzzle. On va voir ce que ça veut dire en termes de technologie concrète. Alors, Jimbo développe en IntelliJ ou en Eclipse. Sur son environnement de développement, il exécute son script Ant, Maven ou Gradle. Ensuite, il exécute ses tests JUnit ou TestNG et ses tests DBUnit, par exemple. De là, il exécute ses tests WebDriver et il fait son check-in dans Subversion, Mercurial ou Git. De là, un Jenkins ou un Cruise Control ou un TeamCity va aller dire « Ok, quelque chose a changé, je vais réexécuter avec Ant, Gradle ou Maven le build et je vais exécuter les tests JUnit, DBUnit et WebDriver pour finalement créer le release. Le release doit être créé de façon à ce qu'on puisse associer un numéro avec un certain build. Donc là, la façon traditionnelle de Maven est un peu plus compliquée avec le release plugin, parce qu'il y a beaucoup de commits qui suivent, donc il y a d'autres alternatives. L'idée principale là est d'externaliser le numéro de version. Donc ça peut être le numéro de build de Jenkins ou autre qu'il faut passer au système. Et là, donc on tag une fois de plus Subversion, Mercurial ou Git, et on a fait l'upload de l'artefact dans Artifactory ou Nexus. Et là, on a notre script de déploiement dans l'environnement de destination, donc le script le plus simple possible, qui va de nouveau aller tirer l'artefact d'Artifactory au Nexus, et qui va démarrer notre code, qui va faire une détection d'environnement, qui va s'auto-configurer, et qui va exécuter une migration DB avec un outil tel que Flyway ou Liquibase, pour finalement mettre l'application à disposition de notre utilisateur. Tout est déjà disponible depuis longtemps, il suffit de combiner les pièces du puzzle. Alors, on récapitule. Un artefact de déploiement avec le code, la configuration et le delta de la TV. Avec la détection de l'environnement et l'autoconfiguration pour effectuer une migration DB et s'assurer avec les feature toggles qu'on est capable à tout instant d'effectuer un release. Et alors, à chaque fois qu'on a de l'état, il faut faire attention parce que ça peut devenir dangereux. Alors, ce que j'ai raconté aujourd'hui est disponible en partie dans ce livre-là. On n'a pas un overlap parfait, donc on a certaines idées qui divergent, mais le livre est truffé de bonnes idées et de bonnes façons de faire les choses également. Donc ça, je vous recommande absolument d'y jeter un œil. Mais il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais vous parler aujourd'hui, et c'est le fait d'avoir implémenté tout ça, et certainement avec le déploiement continu jusqu'en production. Ça va changer votre manière de penser. Quand c'est fini d'envoyer une partie de code au-dessus du mur, et puis bon, c'est la pauvre équipe de test ou d'opération qui doit s'en occuper. Donc ça, c'est fini. Là, on est responsable en tant que développeur du bout à bout, du début jusqu'à la fin de la chaîne. Donc ça, c'est le prix à payer. Mais ce qu'on gagne, c'est la facilité. Donc par exemple,
un client rapporte un nouveau bug en production. Est-ce qu'on avait corrigé ça le mois dernier ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, je dois essayer de reproduire. Le delta entre la version qui est en production et la version qui est en développement se diminue de manière drastique et ça devient bien plus facile de pouvoir dire, ben voilà, ça on l'a corrigé et c'est pour toujours. Parce qu'on fait le check-in, on fait le release, tout de manière automatique et on sait que quelques minutes plus tard, pour toujours, voilà, on n'aura plus ce problème-là. Et ça, c'est un confort inouï duquel on a du mal à se passer une fois qu'on y a goûté. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes pour des questions. Il y a un micro au bout. Allez-y. Y a-t-il quelqu'un? Oui, ici devant. Tout à l'heure, vous avez parlé des scripts de déploiement, comme quoi ils ne sont pas forcément versionnés. Alors justement, comment on versionne les scripts de déploiement ou les scripts de migration de base de données? Comment on les teste aussi, puisqu'il va falloir les rejouer plusieurs fois, etc. Alors là, bon, on a 2 questions. Comment les versionne-t-on? Comment est-ce qu'on les teste? Là, je pense, on va répondre à la première d'abord. Donc, les versionner, ça peut être un repo Git ou peu importe, enfin, l'outil de préférence où on fait le check-out sur le serveur en question. Donc là, on a l'état central et on ne fait pas la modification directement sur le serveur. Et ça nous mène directement au prochain point. Donc, comment est-ce qu'on les teste? Là, il faut s'assurer que les environnements soient le plus identiques possible pour pouvoir justement avoir le moins de surprises possible au final. Donc si l'environnement de développement est identique à celui de production, on a un niveau de confiance élevé que ce qui a fonctionné en développement fonctionnera également en production. Au plus grandes sont les différences, au plus grand est le risque à ce niveau-là. Oui? On a vu dans les exemples beaucoup de changements de palier, de montée de palier, etc. Comment FlyDB adresse les installations from scratch, par exemple, et pour garantir que, grosso modo, ce qu'on va avoir, c'est la même chose que la montée de palier, où la montée de palier va être équivalente au from scratch. Je vais répéter, tu vas me dire si j'ai bien compris ta question. Comment un outil comme Flyway s'occupe de démarrer à zéro d'un projet et d'établir la base de données avec déjà une base de données en production ou pas, ou quel est ton scénario? On repart from scratch vraiment parce qu'on va installer ce nouveau produit sur un nouveau client, etc. Oui. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment des scripts à disposition qui partent vraiment de scratch également, donc d'absolument rien, qui recréent l'environnement complet. À partir de là où, donc là, si on a 50 scripts, que Flyway les exécute l'un après l'autre, tac, 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 pour arriver à l'état désiré ensuite. Est-ce que ça répond à ta question? Je pense que j'ai... Ça veut dire qu'il faudra tester à la fois la from scratch et la version. Alors la question, ça veut dire qu'il va falloir tester à la fois from scratch et la migration déjà entre plusieurs versions qui ont été déployées. La vérité, c'est qu'un outil comme ça offre beaucoup de possibilités. Donc, on a un chemin assez reproducible. Hein. Donc, parce qu'on a un nombre très important en général de bases de données. On ne s'en rend pas souvent compte, mais simplement dans une équipe de 5 développeurs, à 2 bases de données par personne, une base de données pour les tests unitaires et pour vraiment lancer l'application, et avec un environnement de test d'acceptance, de production, on est déjà à 13 bases de données. Et donc là, les scripts sont effectués très, très fréquemment et sont toujours lancés dans le même ordre. Et donc là, de nouveau, on a la sécurité que s'ils ont déjà été exécutés par le passé, l'ordre reste le même. Donc si on fait 1 à 12 et puis qu'on rajoute le 13 ou qu'on fait 1 à 13, ça restera en fait le même processus qu'on parcourt dans la DB. Et donc là, évidemment, si on a fait des changements manuels, là, on sabote l'outil et il y a la possibilité d'avoir des problèmes. Mais normalement, ça fonctionne très bien. Oui? Attends, il y a le temps de passer le micro ou pardon. Ensuite. Quel est ton meilleur argument pour passer la barrière organisationnelle, le top management, l'exploitation? C'est le plus dur.
Pardon, j'ai pas compris. Quel est le meilleur argument pour toi à présenter pour l'exploitation, le top management, etc. Oui, exactement. Donc, comment convaincre pour arriver à un système comme ça? Là, je pense qu'il n'y a pas de magie, c'est la nature humaine. Donc, personne ne va faire quelque chose parce que tu as un gars sympa. Les gens doivent avoir un bénéfice personnel. Donc là, souvent, on peut vendre le concept de telle façon à diminuer l'impact sur la vie privée, par exemple, d'être capable de déployer une nouvelle application, non pas à 5 heures du matin ou le samedi soir, mais en cours de journée, donc augmenter la qualité de vie de l'administrateur système, ou également leur dire, bon, tu ne dois plus t'arranger avec le DBA pour déployer les updates de la base, tu ne dois plus te coordonner, ça va fonctionner tout seul. Voilà, et donc améliorer la qualité de vie comme ça, ou en tout cas jouer avec l'empathie et leur perspective pour arriver à vraiment vendre ça comme ça. Est-ce que ça répond à ta question? En partie, c'est difficile, mais Oui, le facteur humain est toujours un peu plus compliqué. OK. Ben, désolé, on est au bout, il n'y a plus de temps, donc je serai là dehors. S'il vous reste des questions, je tenterai d'y répondre au mieux. Merci.